Mon mari s'est enfui avec notre voisine. Mais il ne savait pas ce que je savais. L'odeur de lavande collait encore à mes mains quand j'ai trouvé son billet sur la table de la cuisine, griffonné dans une attelage qui trahissait 34 ans de mensonges. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette histoire qui va bouleverser vos émotions. J'étais en train d'arroser les fleurs du balcon quand j'ai vu Aurélien traîner sa valise dans le jardin de derrière. C'était un matin froid d'octobre à Lyon, de ceux qui donnent envie de se cacher sous les couvertures et de faire semblant que le monde n'existe pas. Mais je ne pouvais pas me cacher. Je n'ai jamais pu. Solène, disait le papier froissé, je ne peux plus vivre cette comédie. Je pars avec Morgane à Marseille. N'essaie pas de me chercher. Morgane. Notre voisine depuis 15 ans. La femme que j'ai aidée quand elle est arrivée fraîchement divorcée, ne portant qu'un petit enfant et un cœur brisé. La même qui prenait le café dans ma cuisine tous les jeudis, partageant des confidences sur les ex-maris et les rêves perdus. Celle que j'ai consolée quand son fils a eu une pneumonie, apportant de la soupe chaude et des médicaments à l'aube. Je me suis assise sur la chaise en paille que ma mère m'avait laissée en héritage et j'ai laissé le billet tomber par terre. Les mots dansaient devant moi, mais ce n'était pas une surprise. Pas complètement. Une femme mariée depuis si longtemps développe une intuition aiguisée pour les mensonges de son mari. Les appels téléphoniques interrompus, les bains qui traînent trop, la façon dont il évitait mon regard pendant le dîner. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la trahison. C'était la lâcheté. Aurélien avait toujours été ainsi. Depuis que nous nous sommes rencontrés en 1989, à une fête de fin d'études universitaires, il choisissait le chemin le plus facile. J'avais 22 ans et je croyais que l'amour était construction, patience, pardon. Il en avait 25 et croyait que l'amour, c'était ne pas avoir à trop s'efforcer. Les premières années, cela semblait romantique. Il me courtisait avec des fleurs sauvages cueillies sur le chemin du travail, m'emmenait dîner dans des bistrots bon marché mais charmants du Vieux-Lyon. Quand nous nous sommes mariés, en 1990, j'ai pensé que j'avais trouvé mon compagnon de vie. Quelqu'un qui partagerait avec moi les fardeaux et les joies de construire une famille. Mais Aurélien n'a jamais voulu d'enfant. Pas encore, Solène, disait-il quand je mentionnais le sujet. Profitons encore un peu tous les deux. Un peu est devenu 2 ans. Puis 5. Puis 10. Quand j'ai finalement insisté, il était déjà trop tard. Les médecins ont dit que mes ovaires étaient fatigués, que j'avais attendu trop longtemps. Aurélien a feint la consolation, m'a serré dans ses bras et a murmuré des mots vides sur « ce n'est pas important », sur comme nous étions heureux tous les deux. Mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Pendant des années j'ai avalé cette amertume. J'ai enterré le rêve de bercer un bébé, d'enseigner les premiers mots, d'assister aux remises de diplômes et au mariage. Je me suis convaincue que j'étais égoïste de vouloir plus, que je devrais être reconnaissante pour ce que j'avais. Aurélien était un homme bien, me disais-je. Travailleur, fidèle, présent. Du moins je pensais qu'il était fidèle. La maison est devenue terriblement silencieuse après son départ. Pas le silence confortable des matins de dimanche, quand nous partagions le journal et prenions le café sans hâte. C'était un silence lourd, chargé de choses non dites et de vérités évitées trop longtemps. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon et j'ai jeté un coup d'œil à la maison des voisins. Les rideaux étaient fermés, mais la voiture de Morgane n'était pas dans le garage. Ils étaient vraiment partis ensemble. Avaient tout laissé derrière comme si les vies qu'ils avaient construites ici ne signifiaient rien. C'est alors que je me suis souvenu du secret. Le secret que j'ai gardé pendant 30 ans, enfermé dans une boîte à chaussures au grenier, couvert de vieilles couvertures et de photographies décolorées. Le secret qui aurait pu tout changer, si j'avais eu le courage de le révéler il y a des années. Mais j'ai toujours été lâche aussi. Différemment d'Aurélien, qui fuyait les problèmes, moi je les avalais. Je les avalais jusqu'à sentir le goût amer remonter dans ma gorge. J'ai monté les escaliers grinçants jusqu'au grenier, marchant lentement pour ne pas réveiller des souvenirs que je préférais laisser dormir. L'odeur de moisi et de temps arrêté m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte. Tout était là, des cadeaux de mariage jamais utilisés, des vêtements qui ne m'allaient plus, des livres que je promettais de lire un jour. Et la boîte. Une simple boîte à chaussures, de la marque que je portais quand nous étions jeunes et pauvres. À l'intérieur, des lettres jaunies, de vieilles photographies et un document que je n'ai jamais montré à personne. Même pas à Aurélien. Surtout pas à Aurélien. Je me suis assise sur le sol poussiéreux et j'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. Le papier était exactement là où je l'avais laissé, plié en 4 parties,
avec le tampon officiel encore visible malgré les années. Un acte de naissance. L'acte de naissance du bébé qu'Aurélien n'a jamais su qui existait. Le bébé que j'ai mis au monde est donné en adoption en 1985, 4 ans avant de le rencontrer. Le bébé dont le père était le professeur de littérature qui m'avait promis un amour éternel et puis avait disparu quand il a appris la grossesse. J'avais 19 ans et j'étais seule. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture l'année précédente, et je vivais dans un studio minuscule, vivant de bourses d'études et de petits boulots. Je n'avais pas les moyens d'élever un enfant. J'avais à peine les moyens de m'occuper de moi-même. Mais pendant 9 mois j'ai porté cette vie en moi. J'ai senti chaque coup de pied, chaque hoquet, chaque mouvement. J'ai parlé avec elle, parce que j'étais sûre que c'était une fille, tous les soirs avant de m'endormir, m'excusant à l'avance pour ce que j'étais sur le point de faire. L'accouchement a été long et douloureux. J'étais seule à l'hôpital, serrant la main d'une infirmière inconnue qui murmurait des mots d'encouragement. Quand je l'ai enfin entendue pleurer, mon cœur s'est brisé d'une façon qui n'a jamais pu se recomposer complètement. Elle était parfaite. Petite, rosée, avec une mèche de cheveux foncés qui pointait dans toutes les directions. J'ai eu exactement 10 minutes avec elle avant que l'assistante sociale arrive. 10 minutes pour mémoriser son visage, pour murmurer « je t'aime » dans sa petite oreille, pour promettre qu'un jour j'essaierai d'expliquer. Puis elle est partie. La famille qui l'a adoptée était de Toulouse. De bonnes personnes, ont-ils dit. Un couple qui essayait d'avoir des enfants depuis des années. Il lui donnerait tout ce que je ne pouvais pas offrir. Stabilité, éducation, amour sans culpabilité. J'ai signé les papiers avec des mains qui tremblaient tant que j'arrivais à peine à tenir le stylo. Je n'ai gardé qu'une copie de l'acte de naissance, comme si c'était une preuve qu'elle avait vraiment existé. Que pendant un moment bref mais éternel, j'avais été mère. Pendant des années j'ai essayé de me convaincre que j'avais fait la bonne chose. Qu'elle était mieux sans moi. Que j'étais trop jeune, trop pauvre, trop effrayée pour être la mère qu'elle méritait. Quand j'ai rencontré Aurélien, j'ai pensé que je pourrais finalement avoir la famille dont j'avais toujours rêvé. Je pensais à lui parler d'elle, surtout quand nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Mais quelque chose m'en empêchait toujours. La peur qu'il me juge. La peur qu'il me trouve irresponsable, promiscueuse, inadéquate. Alors j'ai commencé à mentir par omission. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de dire la vérité. Maintenant, assise sur le sol froid du grenier, avec l'acte de naissance dans mes mains et l'odeur de lavande encore collée à mes doigts, j'ai finalement compris ce que je devais faire. Aurélien m'avait quitté pour une autre femme, mais il ne savait pas que pendant toutes ces années j'avais porté avec moi la preuve que je pouvais vraiment aimer. Que j'avais déjà vraiment aimé. Que le vide qu'il ressentait dans notre relation n'était pas parce que j'étais incapable de donner de l'amour, mais parce qu'une partie de mon cœur avait toujours appartenu à quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. Ma fille. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je gardais en mémoire depuis des décennies, mais que je n'avais jamais eu le courage d'utiliser. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine a répondu. Bureau d'enquête privée du Bois, comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit, me surprenant de la fermeté de ma propre voix. J'aimerais engager vos services pour retrouver quelqu'un. Bien sûr, madame. Pouvez-vous me donner quelques informations de base? J'ai respiré profondément, tenant l'acte de naissance comme s'il s'agissait d'un talisman. J'ai besoin de retrouver ma fille. Elle a été adoptée il y a 39 ans. Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. Je vois. C'est un cas qui nécessite beaucoup de délicatesse, madame. Êtes-vous sûre de vouloir continuer? J'ai regardé par la fenêtre du grenier, voyant les feuilles dorées tomber lentement dans la cour vide. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir grandir dans ma poitrine. J'en suis absolument sûre. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai réalisé que je pleurais. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Après 39 ans à porter ce poids seul, j'avais finalement décidé d'arrêter de fuir. Contrairement à Aurélien, j'ai choisi d'affronter la vérité. Et cette vérité, j'en étais sûre, changerait tout. L'enquêtrice Élise Dubois avait des cheveux grisonnants coupés au carré strict et des yeux qui semblaient capables de lire les âmes, exactement le genre de personne que j'évitais toute ma vie. 2 semaines après mon appel téléphonique, j'étais assise dans son bureau élégant du centre de Lyon, les mains moites et le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Les murs étaient couverts de diplômes et de certificats, mais aussi de photographies. Familles réunies, embrassades émues, sourires de personnes qui avaient finalement trouvé ce qu'elles cherchaient.
Madame Solène, dit-elle, consultant un dossier épais sur la table entre nous, j'ai trouvé votre fille. Les mots ont frappé ma poitrine comme un coup de poing. Pendant 2 semaines j'avais oscillé entre espoir et terreur, imaginant ce moment des milliers de fois. Mais maintenant qu'il était arrivé, je ne savais pas si j'étais prête. Elle va bien? Ai-je réussi à demander, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. Élise a souri, et pour la première fois depuis que j'étais entrée là, ses yeux se sont adoucis. Elle va plus que bien, madame. Son nom est Céleste Moreau. Elle a 39 ans, est médecin pédiatre à Toulouse, mariée depuis 12 ans avec un professeur d'histoire appelé François. Ils ont des jumeaux de 8 ans, Emma et Louis. Céleste. Il lui avait donné le nom que je murmurais pendant les longues nuits de grossesse. Comme si, d'une certaine façon, ils avaient entendu mes rêves. Elle est heureuse? Ai-je demandé, retenant ma respiration. Très heureuse, d'après ce que j'ai pu observer. Elle a sa propre clinique, est très respectée dans la communauté médicale. La famille adoptive l'a élevée avec beaucoup d'amour. Les parents, Jean-Pierre et Brigitte Moreau, sont déjà décédés. Lui il y a 5 ans, elle il y a 2 ans. Mais Céleste parle d'eux avec beaucoup d'affection sur ses réseaux sociaux. Élise a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des photographies. Ma fille adulte. La première photo m'a frappée comme un éclair. Céleste était sur une plage, bras dessus bras dessous avec un homme brun à lunettes, François, probablement, tandis que 2 enfants jouaient dans le sable à leurs pieds. Elle portait une robe bleu clair qui mettait en valeur des yeux que j'ai immédiatement reconnus. Mes yeux. Mais il y avait en elle une légèreté que je n'avais jamais eue, un sourire authentique qui irradiait le contentement. Elle a vos yeux, observa gentiment Élise. Et la forme de votre visage. En tournant les pages, j'ai vu plus d'images. Céleste à la remise de diplôme de médecine, Céleste le jour de son mariage, Céleste tenant les bébés nouveau-nés. Dans toutes, elle semblait épanouie. Accomplie. Aimée. Comment ont été les parents adoptifs avec elle? Ai-je demandé, essayant d'avaler le nœud dans ma gorge. Exemplaire. Jean-Pierre était ingénieur, Brigitte professeure de français. Céleste était fille unique, ils n'ont pas réussi à adopter d'autres enfants après elle. Ils l'ont traitée comme une princesse, mais sans la gâter. Elle a étudié dans de bonnes écoles, a fait de la danse, du piano, du tennis. Elle a toujours eu beaucoup de soutien pour suivre sa carrière médicale. Une partie de moi s'est remplie de gratitude. L'autre s'est brisée de jalousie. Elle sait qu'elle est adoptée? Oui. Les Moreau ont été très transparents dès le début. Il y a quelques photos sur ses réseaux sociaux où elle mentionne qu'elle est éternellement reconnaissante aux parents qui l'ont choisie. Il semble qu'elle envisageait l'adoption de façon très positive. Céleste savait qu'elle était adoptée et ne m'avait pas cherché. Cette réalisation m'a frappée comme une pierre dans l'estomac. Pendant toutes ces années, tandis que je portais la culpabilité et le manque, elle vivait une vie épanouie sans ressentir mon absence. Comme si elle lisait mes pensées, Élise a continué. Mais il y a quelque chose d'intéressant, madame. Céleste a toujours montré de la curiosité pour ses origines. Il y a environ 3 ans, elle s'est même inscrite sur un site de retrouvailles entre parents biologiques et enfants adoptés. L'inscription est encore active. Mon cœur s'est emballé. Cela signifie qu'elle serait ouverte à un contact, si c'était fait de la bonne manière. Élise m'a tendu un autre document. Voici la lettre qu'elle a écrite sur le site. Avec votre permission, j'aimerais lire quelques extraits. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je m'appelle Céleste et j'ai 36 ans, lut Élise à voix haute. J'ai été adoptée bébé par une famille merveilleuse qui m'a donné tout ce dont je pouvais rêver. Je ne cherche pas à combler un vide, parce que je ne sens pas qu'il y en ait un. Mais j'ai toujours eu de la curiosité pour ma mère biologique. J'imagine comment elle était, si c'était difficile de prendre la décision qu'elle a prise, si elle pense parfois à moi. Si elle lit ceci, je ne garde aucun ressentiment. Je comprends que vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour nous deux. Et je veux que vous sachiez que ça a marché. Je suis heureuse, je suis aimée, et j'ai une vie épanouie. Si vous voulez me connaître, j'adorerais parler. Si vous préférez garder vos distances, je comprends et respecte aussi. Quel que soit votre choix, sachez que je vais bien. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les contrôler. 39 ans de culpabilité, de nuits blanches à imaginer si j'avais ruiné sa vie, à me demander si j'avais été égoïste ou courageuse, tout s'est écroulé à ce moment-là. Elle allait bien.
Elle était heureuse. Elle ne me haïssait pas. Que me recommandez-vous de faire? Ai-je demandé, essuyant mes yeux avec le mouchoir qu'Élise m'offrait gentiment. Nous avons plusieurs options. Je peux faire le premier contact pour vous, en expliquant la situation. Ou vous pouvez répondre à sa lettre sur le site. Ou encore, si vous préférez quelque chose de plus direct, je peux arranger une rencontre fortuite dans un lieu où elle a l'habitude d'aller. Non, ai-je dit rapidement. Rien de forcé. Elle a le droit de choisir. Élise a souri en approuvant. Alors je suggère que vous répondiez à sa lettre sur le site. C'est la façon la plus respectueuse et la moins invasive. J'ai pris le dossier avec les photos et je l'ai serré contre ma poitrine. Je peux emporter ceci. Bien sûr. Ce sont vos copies. Je suis sortie du bureau en état de choc. J'ai marché dans les rues de Lyon sans destination, traitant tout ce que j'avais découvert. Ma fille était médecin. Elle était mariée. Elle était mère. Elle avait construit exactement le genre de vie dont j'avais toujours rêvé pour elle. Et peut-être, juste peut-être, elle voulait me connaître. Quand je suis arrivée à la maison, l'absence d'Aurélien ne faisait plus autant mal. La maison était encore silencieuse, mais c'était un silence différent. Plus lourd de secrets et de mensonges, mais ouvert aux possibilités. J'ai allumé l'ordinateur et accédé au site de retrouvailles. J'ai créé un profil avec des mains tremblantes, tapant et effaçant les mots des dizaines de fois avant de me décider. Je m'appelle Solène et j'ai 58 ans. En mars 1985, j'ai eu une fille à Lyon et je l'ai donnée en adoption. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus aimante que je pouvais prendre. J'avais 19 ans, j'étais seule et sans moyen de lui offrir ce qu'elle méritait. Pendant toutes ces années, j'ai pensé à elle tous les jours. Je me suis demandé si elle allait bien, si elle était heureuse, si elle me haïssait pour le choix que j'ai fait. Récemment, j'ai vécu des changements dans ma vie qui m'ont fait réaliser que je ne veux plus vivre en portant des regrets. Si vous êtes ma fille et que vous lisez ceci, je veux que vous sachiez que vous êtes née de l'amour. Que même en vous donnant, une partie de mon cœur a toujours été à vous. Je n'attends rien d'autre que de savoir que vous allez bien. Si vous voulez me connaître, ce sera la réalisation de mon plus grand rêve. Si vous préférez ne pas entrer en contact, je comprendrai et respecterai votre décision. Quel que soit votre choix, sachez que je suis immensément fière de la femme que vous êtes devenue. Avant de perdre courage, j'ai cliqué sur « Publier ». Et puis j'ai attendu. Les jours suivants ont passé dans un brouillard d'anxiété et d'espoir. Je vérifiais le site toutes les heures, cherchant des messages. Je nettoyais la maison compulsivement, cuisinais des plats que je ne mangeais pas, arrosais les plantes 3 fois par jour. C'est un jeudi matin, exactement une semaine après avoir publié la lettre, que j'ai reçu la réponse. Solène, je m'appelle Céleste et je crois que je suis votre fille. Votre message m'a profondément émue. Je me suis toujours demandé qui vous étiez, j'ai toujours voulu connaître la femme courageuse qui m'a mise au monde et a fait le sacrifice de me donner la vie que j'ai eue. Je ne garde aucune rancune. Au contraire, je suis éternellement reconnaissante. J'aimerais beaucoup parler avec vous, si vous êtes à l'aise avec cela. Nous pouvons commencer par des messages, et puis, si nous nous sentons toutes les deux prêtes, organiser une rencontre. J'ai tant de questions, mais principalement je veux dire merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir pris la décision difficile. Merci de me chercher maintenant. Avec beaucoup d'affection, Céleste. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies. J'ai pleuré pour la fille de 19 ans qui avait dû prendre une décision impossible. J'ai pleuré pour les 39 années de manque. J'ai pleuré pour le soulagement de savoir que j'avais fait la bonne chose. Mais surtout, j'ai pleuré de bonheur. Ma fille voulait me connaître. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le départ d'Aurélien, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis assise sur le balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles, imaginant comment ce serait d'embrasser ma fille pour la première fois en presque 4 décennies. Aurélien s'était enfui avec Morgane en pensant qu'il échappait à une vie sans surprise avec une femme prévisible. Il ne savait pas qu'il laissait derrière lui quelqu'un qui était sur le point de découvrir la plus grande joie de sa vie. Je ne ressentais plus de colère contre lui. J'avais pitié de lui. Pitié d'un homme qui avait passé sa vie à fuir les moments difficiles, qui n'avait jamais compris que parfois les meilleures choses viennent après les pires décisions. Qui n'avait jamais su que l'amour véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais le courage de les affronter ensemble. Aurélien s'était enfui à Marseille en pensant qu'il commençait une nouvelle vie. Moi,
Je commençais vraiment une nouvelle vie, trouvant finalement la partie de moi que j'avais perdue il y a si longtemps. Et la différence entre nous était que j'ai choisi de rester et de lutter contre mes fantômes, tandis qu'il a choisi de les fuir. Le dimanche suivant, je connaîtrai mes petits-enfants. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais des projets pour l'avenir qui n'incluaient pas seulement survivre un jour de plus. J'avais une famille à connaître. Une fille à aimer. Une histoire à construire. Aurélien pouvait garder Morgane et sa fuite lâche. J'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, le courage d'affronter la vérité et la récompense qui vient avec elle. Épilogue 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de Céleste, regardant Emma et Louis jouer avec Biscuit sous le grand chêne. Le divorce d'avec Aurélien était finalisé, et j'avais vendu notre maison de Lyon pour acheter un petit appartement à Toulouse, à seulement 15 minutes de chez ma fille. Grand-mère Solène, cria Louis en courant vers moi, tenant un dessin froissé. Regardez ce que j'ai fait à l'école. C'était un portrait de famille. François, Céleste, Emma, Louis, Biscuit, et moi. Nous étions tous debout devant la maison jaune, nos mains entrelacées, souriant sous un soleil brillant. C'est magnifique, mon chéri, ai-je dit, le serrant dans mes bras. Emma s'approcha plus lentement, tenant le livre que je lui avais offert la semaine précédente. J'ai fini, dit-elle timidement. C'était vraiment bien. Vous en avez d'autres comme ça? J'en ai plein, ai-je répondu, ébouriffant ses cheveux. Nous irons à la bibliothèque samedi pour en choisir de nouveaux. Céleste sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle était enceinte de 4 mois maintenant, une surprise merveilleuse qu'elle et François avaient annoncée à Noël. Comment va mon petit-fils? Demandai-je, posant doucement ma main sur son ventre arrondi. Très agité aujourd'hui, rit-elle. François plaisante en disant qu'il sera comme Louis. Ou comme sa grand-mère, dit François en sortant de la maison avec un plateau de limonade. Têtu et déterminé. Je souris, regardant autour de moi cette famille qui était devenue la mienne. Dans quelques mois, j'aurai 3 petits-enfants. 3 petites vies qui ne connaîtraient jamais un monde où grand-mère Solène n'existait pas. Le téléphone sonna à l'intérieur, et Céleste disparut pour répondre. Elle revint quelques minutes plus tard avec une expression étrange sur le visage. C'était Morgane, dit-elle doucement. Mon cœur se figea. Morgane. La femme avec qui Aurélien était parti. Elle a dit qu'Aurélien était malade. Cancer du pancréas. Il a demandé à me voir. Je regardais ma fille, cette femme merveilleuse qui avait tant de compassion dans le cœur qu'elle considérait même la demande de l'homme qui m'avait quitté. Qu'est-ce que tu vas faire? Demandai-je. Je ne sais pas, admit-elle. Une partie de moi pense que je devrais y aller. Il a été ton mari pendant tant d'années. Mais une autre partie se souvient qu'il t'a abandonné quand tu avais le plus besoin de lui, termina François, posant une main protectrice sur l'épaule de sa femme. Je regardais mes petits-enfants qui jouaient, inconscients de la tension des adultes. Emma avait levé les yeux de son livre et nous observait avec ses yeux trop sages. Céleste, dis-je finalement, la décision t'appartient. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le pardon ne signifie pas l'oubli. Et la compassion ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour quelqu'un qui ne t'a jamais valorisé. Elle hocha la tête lentement. Tu penses que je devrais y aller? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi. Pas pour moi, pas pour lui, mais pour toi. Et quoi que tu décides, nous serons là pour te soutenir. Cette nuit-là, après être rentré dans mon petit appartement, je restai longtemps éveillé, pensant à Aurélien. L'homme qui avait partagé ma vie pendant plus de 3 décennies, qui m'avait quitté au moment où j'en avais le plus besoin, maintenant malade et seul. Je ne ressentais plus de colère. Ni d'amour. Juste une tristesse lointaine pour un homme qui n'avait jamais appris que le bonheur véritable ne se trouve pas en fuyant les difficultés, mais en les affrontant avec les personnes qu'on aime. Le lendemain, Céleste m'appela. J'ai décidé, dit-elle. Je vais y aller. Une fois. Pour fermer ce chapitre définitivement. Mais je veux que tu viennes avec moi. Moi? Oui. Vous avez tous les deux été une partie importante de ma vie, même si de manière très différente. Je pense qu'il est temps qu'il sache la vérité. Sur nous. Sur ce qu'il a vraiment perdu quand il est parti. 2 semaines plus tard, nous étions dans un hôpital de Marseille, marchant dans le couloir vers la chambre d'Aurélien. Céleste tenait ma main, et je puisais force dans sa présence. Il était plus maigre que dans mes souvenirs,
ses cheveux maintenant complètement gris, ses yeux enfoncés dans son visage émacié. Mais c'était toujours lui. L'homme que j'avais aimé, que j'avais haï, que j'avais finalement appris à plaindre. Solène, murmura-t-il quand il nous vit. Tu es venu. Bonjour, Aurélien, dis-je calmement. Je te présente Céleste. Ma fille. Il me regarda, confus. Ta fille? Mais nous n'avons jamais. Non, l'interrompis-je. Nous n'en avons jamais eu. Mais j'en avais déjà une. Que j'avais donnée en adoption avant de te rencontrer. Le secret que j'ai porté pendant toutes ces années de mariage. La partie de mon cœur que tu n'as jamais comprise. Son visage changea, passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à du regret. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai essayé, tant de fois. Mais tu ne voulais pas d'enfant, tu te souviens? Et moi, j'ai été lâche. J'ai gardé ce secret parce que j'avais peur de te perdre. Céleste s'avança. Monsieur, dit-elle avec la politesse professionnelle qu'elle utilisait avec les patients difficiles, je suis venue parce que vous aviez demandé à me voir. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Cette femme, elle désigna vers moi, est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a donné la vie, puis a fait le sacrifice le plus difficile qu'une mère puisse faire pour me donner un meilleur avenir. Pendant 40 ans, elle a porté cette douleur en silence. Et quand elle a finalement eu le courage de me chercher, savez-vous ce qu'elle a trouvé? Aurélien secoua la tête faiblement. Elle a trouvé une famille qui l'attendait. Des petits-enfants qui l'adorent. Une vie pleine de sens et d'amour. Tout ce qu'elle méritait et que vous n'avez jamais su lui donner. Le silence remplit la chambre. Aurélien nous regarda tour à tour, et je vis dans ses yeux la réalisation de tout ce qu'il avait perdu. Solène, dit-il finalement, sa voix à peine audible, je suis désolé. Pour tout. Tu méritais mieux que moi. Oui, répondis-je simplement. Je méritais mieux. Et maintenant, je l'ai. Nous ne restâmes pas longtemps. Il n'y avait rien de plus à dire. 40 ans de mariage, réduit à 15 minutes de vérité tardive et d'excuses trop peu, trop tard. En sortant de l'hôpital, Céleste me prit le bras. Comment vous sentez-vous? Libre, répondis-je, et je le pensais vraiment. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. Aurélien mourut 3 semaines plus tard. Morgane m'appela pour me le dire, et j'assistai aux funérailles, non pas par amour ou par obligation, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Céleste vint avec moi, tenant ma main pendant que nous écoutions l'éloge funèbre d'un homme que peu de gens semblaient vraiment connaître. En rentrant à la maison ce jour-là, je trouvai Emma et Louis qui m'attendaient sur mon balcon, tenant des fleurs sauvages qu'ils avaient cueillies dans le jardin. « Grand-mère, » dit Emma en me serrant fort, « papa a dit que vous étiez triste aujourd'hui. Nous avons pensé que les fleurs vous feraient vous sentir mieux. » Je m'agenouillai et les serrai tous les deux dans mes bras, sentant mon cœur se remplir de tout l'amour que j'avais attendu toute ma vie pour donner. « Vous me rendez toujours heureuse, » leur dis-je. « Chaque jour que je passe avec vous. » Ce soir-là, assise dans mon petit salon avec une tasse de thé et les fleurs d'Emma et Louis sur la table à côté de moi, je repensais au chemin qui m'avait mené ici. La jeune fille terrifiée qui avait abandonné son bébé. La femme qui avait passé des décennies à porter ce secret. L'épouse. Abandonnée qui avait trouvé le courage de chercher sa fille. Et maintenant, la grand-mère comblée qui avait finalement trouvé sa place dans le monde. Aurélien était parti, emportant avec lui ses regrets et ses occasions manquées. Mais moi, j'étais là. Vivante, aimée, complète. Ma fille m'appelait tous les soirs. Mes petits-enfants dessinaient des portraits où j'étais toujours incluse. Dans quelques mois, il y aurait un nouveau bébé à bercer et à aimer. J'avais 60 ans et ma vraie vie ne faisait que commencer. Le secret que j'avais gardé pendant 40 ans, le secret qu'Aurélien n'avait jamais connu, avait fini par me sauver. Il m'avait donné une famille, un but, une raison de me lever chaque matin avec gratitude dans le cœur. Dehors, les premières fleurs du printemps commençaient à pousser. Et pour la première fois de ma vie, je savais avec certitude que les meilleures choses m'attendaient encore. Notre voisine, pensant qu'il échappait à une vie sans saveur avec une femme sans mystère. Il n'avait aucune idée que pendant toutes ces années il avait vécu aux côtés de quelqu'un qui portait le plus grand secret du monde. Un amour inconditionnel pour une personne qu'il n'avait jamais su qui existait. Et maintenant, finalement, j'allais pouvoir la connaître. Le café de la place Bellecour était animé un samedi matin, exactement comme je l'avais prévu. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de distractions au cas où l'une de nous deux aurait besoin d'une fuite rapide.
Je suis arrivé 20 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir l'entrée. Mes nerfs étaient à vif. J'avais changé de tenue 5 fois avant de sortir de chez moi, optant finalement pour une robe bleu marine simple et un blazer beige, élégant mais pas exagéré, maternel mais pas étouffant. Pendant 2 semaines, Céleste et moi avions échangé des messages sur le site. Des conversations prudentes au début, puis plus ouvertes, jusqu'à ce qu'elle suggère finalement de nous rencontrer en personne. Je n'en peux plus de curiosité, avait-elle écrit. J'ai besoin de voir vos yeux de près. Mes yeux. Les yeux qu'elle avait hérités. À 10h15 précise, elle est apparue. Même préparée par les photographies, l'impact de la voir en personne m'a coupé le souffle. Elle était plus grande que je ne l'imaginais, avec des cheveux châtains foncés attachés en un chignon lâche et la posture confiante de quelqu'un habitué à sauver des vies. Elle portait un jean foncé, un chemisier blanc en lin et une veste en cuir qui la faisaient paraître à la fois professionnelle et accessible. Mais ce sont les yeux qui m'ont brisé. Exactement identiques aux miens à 20 ans, mais sans le poids de la culpabilité que je portais. Elle m'a reconnu immédiatement aussi. Elle s'est arrêtée à l'entrée du café, m'a localisé et est restée immobile quelques secondes, m'observant simplement. Puis elle a souri, un sourire hésitant mais authentique, et a marché vers moi. Solène, a-t-elle demandé en arrivant près de la table, sa voix plus douce que je ne l'imaginais. Céleste. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Nous nous sommes regardés pendant un moment qui a semblé éternel, 2 femmes étudiant leurs propres reflets à des âges différents. Puis, de manière inattendue, elle a ouvert les bras. Puis-je vous faire un câlin? Je me suis levée si rapidement que j'ai renversé ma tasse de café. Je m'en fichais. 40 ans de manque ont explosé dans cette étreinte. Elle sentait la lavande et quelque chose de citronné, du parfum cher, probablement. Mais en dessous, quelque chose de familier qui m'a rappelé les 10 minutes que nous avions passées ensemble à l'hôpital. Vous êtes plus petite que je ne l'imaginais, dit-elle en riant quand nous nous sommes séparés, essuyant ses yeux du revers de la main. Et vous plus grande. Vous tenez de votre père. Nous nous sommes assises face à face, et pendant quelques minutes nous sommes restés en silence, nous étudiant simplement. Elle avait mes yeux, mais la bouche était différente, plus pleine, plus expressive. Les mains aussi étaient différentes, plus longues, avec des doigts de pianiste. Pardon, dit-elle finalement, je n'arrive pas à arrêter de vous fixer. C'est très étrange de voir d'où on vient, non? J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Très étrange. Et en même temps, très naturel. Le serveur est venu à notre table et Céleste a commandé une tisane de camomille. Beaucoup de sucre, a-t-elle précisé. Exactement comme je la buvais à son âge. Raconte-moi, dit-elle quand nous nous sommes retrouvés seuls, comment c'était pour vous? Toutes ces années. J'ai respiré profondément. Nous avions décidé dans les messages que nous serions complètement honnêtes l'une avec l'autre, sans filtre ni protection. Difficile, ai-je admis. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à vous. Surtout aux dates importantes, votre anniversaire, le jour où je vous ai donné, Noël. Je me demande comment vous allez, si vous êtes heureuse, si vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et maintenant? En voyant que je vais bien? Maintenant je ressens un soulagement énorme. Et une fierté absurde pour une fille que je connais à peine. Elle a souri et a pris ma main par-dessus la table. Vous pouvez être fière. Vous avez fait ce qu'il fallait, Solène. Mes parents, Jean-Pierre et Brigitte, m'ont donné une vie merveilleuse. Éducation, amour, stabilité. Tout ce que vous vouliez pour moi. Ils ont été de bons parents. Les meilleurs. Papa était ingénieur, mais dans ses moments libres il construisait des maisons de poupées et des voitures à pédales. Maman m'enseignait le français en récitant de la poésie dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait. Ils n'ont jamais caché que j'étais adoptée. Ils disaient toujours que j'avais 2 mères, celle qui m'avait donné la vie et celle qui m'avait élevée. Et que toutes les 2 m'aimaient beaucoup. Les larmes ont recommencé à couler, mais cette fois c'était des larmes de gratitude. Ils savaient pour moi? Pour le fait que j'étais jeune? Ils savaient que vous étiez très jeune et seule. Ils savaient que c'était une décision difficile. Maman disait toujours que vous étiez très courageuse. Courageuse. Le mot sonnait étrange dans ma bouche. Je me suis sentie lâche pendant si longtemps. Lâche aurait été de me garder par égoïsme, en sachant que vous ne pouviez pas me donner ce dont j'avais besoin. Courageux, c'était de renoncer à la seule chose que vous aimiez pour me donner une meilleure chance. Nous sommes restés en silence, laissant les mots se poser entre nous.
Et vous? Ai-je finalement demandé. Comment c'était de grandir en sachant que vous étiez adopté? Honnêtement, la plupart du temps je n'y pensais pas. Papa et maman étaient mes parents, point final. Mais quand je suis entrée à l'adolescence, j'ai commencé à être curieuse. Pas parce qu'il manquait quelque chose à la maison, mais parce que je voulais comprendre d'où je venais. Pourquoi j'étais douée en mathématiques quand mes parents étaient littéraires? Pourquoi j'avais cette compulsion de soigner les animaux blessés? Vous avez toujours voulu être médecin. Depuis l'âge de 7 ans. J'ai trouvé un chat renversé dans la rue et je l'ai ramené à la maison. Papa m'a aidé à m'en occuper, et quand l'animal s'est rétabli, j'ai su quel était mon objectif. J'ai souri en l'imaginant petite, soignant un chat blessé avec la même détermination qu'elle utilisait probablement maintenant pour traiter ses patients. Et vos enfants? Emma et Louis? Son visage s'est illuminé. C'est ma vie. Des jumeaux de 8 ans, complètement différents l'un de l'autre. Emma est calme, introvertie, adore les livres. Louis est pure énergie, il est toujours couvert de bleu parce qu'il n'arrive pas à rester tranquille. François plaisante en disant qu'Emma tient de grand-mère Brigitte et Louis de grand-père Jean-Pierre. Et François? Comment vous êtes-vous rencontrés? À la faculté. Il faisait histoire, moi médecine. Nous nous sommes rencontrés à une fête et nous avons passé toute la nuit à parler de tout sauf de nos cours. Il me racontait des histoires du Moyen Âge comme s'il s'agissait de films qu'il avait vus la veille. Le bonheur dans sa voix était indéniable. Céleste avait trouvé exactement le type d'amour que j'avais toujours cherché, un vrai partenariat, de la complicité, de la complicité. Il sait que vous m'avez cherché? Oui. C'est même lui qui m'a encouragé, en fait. Il a dit que j'aurais toujours cette curiosité si je n'essayais pas. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner, et la conversation est devenue plus légère. Elle m'a parlé de la clinique, des petits patients qu'il appelait Docteur Céleste, des bêtises des enfants. Je lui ai parlé de mon travail comme bibliothécaire municipale, des livres que j'aimais, du jardin que je soignais avec tant d'affection. Nous avons évité de parler d'Aurélien. Cela pouvait attendre. Puis-je vous poser une question difficile? Dit-elle quand nous terminions le dessert. Bien sûr. Mon père biologique, vous lui avez parlé de moi? La question que je redoutais et en même temps que j'attendais. J'ai respiré profondément. Oui. C'était mon professeur de littérature à l'université. 20 ans de plus que moi, marié, avec 2 enfants. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a offert de l'argent pour un avortement et puis il a dit qu'il valait mieux que je change de cours pour ne plus le compromettre. J'ai vu la colère passer dans ses yeux. Quel genre d'homme fait ça? Un lâche. Comme beaucoup d'hommes le sont quand les choses se compliquent. Elle est restée silencieuse un moment, réfléchissant. Je suis désolée que vous ayez vécu cela seul. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est très loin maintenant. Mais ça explique beaucoup de choses, murmura-t-elle. Comment ça? Vos messages sur le site. La façon dont vous parlez de vous-même. Vous portez une culpabilité que vous ne devriez pas porter, Solène. Vous avez été victime, pas coupable. La simplicité avec laquelle elle a dit cela, comme si c'était évident, m'a complètement désarmée. Je n'ai jamais pensé de cette façon. Vous devriez. Vous aviez 19 ans, vous étiez seul, vous avez été abandonné par quelqu'un qui aurait dû vous protéger. Et malgré cela, vous avez mené la grossesse à terme et avez pris la décision la plus altruiste qui soit. Renoncer à votre bonheur pour le mien. Pour la première fois en 40 ans, j'ai senti comme si quelqu'un me comprenait vraiment. Merci, ai-je murmuré. Pourquoi? De ne pas me juger. De comprendre. Solène, dit-elle, reprenant ma main, je suis médecin pédiatre. Je vois des mères tous les jours. Des mères qui aiment trop, des mères qui aiment trop peu, des mères qui ne savent pas comment aimer. Et je peux vous dire avec certitude, ce que vous avez fait était de l'amour pur. Vous m'avez sauvé. Quand nous sommes sortis du café, il était déjà milieu d'après-midi. Nous avons marché dans les rues du centre historique sans hâte, parlant comme de vieilles amies. Elle m'a montré des photos des enfants sur son portable, et j'ai promis de lui montrer les photos de mon enfance que je gardais à la maison. Aimeriez-vous les connaître? A-t-elle demandé quand nous nous disions au revoir. Emma et Louis? François? Mon cœur s'est arrêté. Vous aimeriez que je les connaisse? J'aimerais beaucoup. Ils savent pour vous. Pas tous les détails, bien sûr, mais ils savent qu'il existe une grand-mère spéciale que maman veut beaucoup leur présenter. Grand-mère. Elle m'avait appelée grand-mère. Quand?
Que diriez-vous de dimanche prochain? Nous pourrions déjeuner à la maison. François cuisine très bien, et les enfants sont impatients. Ce ne sera pas étrange pour eux. Peut-être un peu au début. Mais ce sont des enfants. Ils s'adaptent vite. Et en plus, elle a souri, Emma pose 1000 questions sur la famille. Elle va adorer avoir une histoire de plus pour comprendre d'où elle vient. J'ai accepté avant de pouvoir penser à toutes les raisons d'avoir peur. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au cimetière où mes parents étaient enterrés. Cela faisait des mois que je n'étais pas allée les voir, inventant toujours des excuses pour reporter une conversation que je savais devoir avoir. Je me suis agenouillée devant les pierres tombales simples et j'ai nettoyé les feuilles sèches qui s'étaient accumulées. Salut, papa. Salut, maman, ai-je commencé, me sentant ridicule mais persistant quand même. Je sais que j'ai tardé à venir ici. Je vous évitais parce que je savais que je devais vous raconter quelque chose que j'ai caché il y a longtemps. Le vent a agité les arbres autour, et pendant un moment j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. J'ai eu une fille. Avant que vous mouriez, mais je ne l'ai jamais dit à personne. J'étais très jeune, j'avais peur, je pensais que vous seriez déçus de moi. Les larmes ont commencé à couler. Je l'ai donnée en adoption, mais aujourd'hui je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Céleste, elle est médecin, mariée, elle a 2 enfants. Elle est tout ce que vous auriez aimé qu'elle soit. Et elle m'a pardonné. Elle m'a comprise. Elle m'a fait sentir comme si je n'étais pas une erreur ambulante. Je suis restée là encore 1 heure, leur racontant Céleste, les petits-enfants qu'ils ne connaîtraient jamais, comme je me sentais enfin complète après tant de temps brisé. Quand je suis arrivée à la maison, l'absence d'Aurélien ne me dérangeait pas. Au contraire, je me suis sentie reconnaissante d'avoir l'espace juste pour moi, pour assimiler tout ce qui s'était passé. J'ai appelé Élise Dubois pour lui raconter la rencontre et pour la remercier encore une fois. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé dès qu'elle a décroché. Parfait. Elle est incroyable, Élise. Intelligente, gentille, qui a réussi. Tout ce dont j'ai rêvé qu'elle soit. Et comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi un moment. Complète. Pour la première fois en 40 ans, complète. Je suis très heureuse pour vous, Solène. Et que se passe-t-il maintenant? Je vais connaître ma famille. Mes petits-enfants. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et j'ai regardé par la fenêtre vers le jardin. Les fleurs que j'arrosais religieusement tous les jours étaient plus belles que jamais, comme si elles sentaient mon nouveau bonheur. Aurélien m'avait quitté en pensant qu'il fuyait une vie sans surprise avec une femme prévisible. Il ne savait pas qu'il laissait derrière lui quelqu'un qui était sûr. Le point de découvrir la plus grande joie de sa vie. Je ne ressentais plus de colère contre lui. J'avais pitié de lui. Pitié d'un homme qui avait passé sa vie à fuir les moments difficiles, qui n'avait jamais compris que parfois les meilleures choses viennent après les pires décisions. Qui n'avait jamais su que l'amour véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais le courage de les affronter ensemble. Aurélien s'était enfui à Marseille en pensant qu'il commençait une nouvelle vie. Moi, je commençais vraiment une nouvelle vie, trouvant finalement la partie de moi que j'avais perdue il y a si longtemps. Et la différence entre nous était que j'ai choisi de rester et de lutter contre mes fantômes, tandis qu'il a choisi de les fuir. Le dimanche suivant, je connaîtrai mes petits-enfants. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais des projets pour l'avenir qui n'incluaient pas seulement survivre un jour de plus. J'avais une famille à connaître. Une fille à aimer. Une histoire à construire. Aurélien pouvait garder Morgane et sa fuite lâche. J'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Le courage d'affronter la vérité et la récompense qui vient avec. Le dimanche s'est levé ensoleillé, un de ces jours de novembre où l'automne semble faire une trêve avant que l'hiver arrive pour de bon, et j'ai passé 2 heures à me préparer pour déjeuner avec une famille qui était techniquement la mienne, mais que je ne connaissais que depuis une semaine. J'ai conduit ma voiture sur les routes familières jusqu'à Toulouse, transportant un gâteau au chocolat que j'avais fait à l'aube parce que je n'arrivais pas à dormir d'anxiété. C'était la recette de ma mère, la seule chose que je savais vraiment bien cuisiner. J'espérais qu'Emma et Louis aimeraient. La maison de Céleste se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille, avec des jardins bien entretenus et des rues arborées. Une maison à 2 étages, peinte en jaune clair, avec une clôture basse en bois blanc et un jardin devant plein de fleurs d'automne. Exactement le type de foyer dont j'avais rêvé qu'elle aurait. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. Solène. Céleste est apparue portant un tablier à motif de tournesol, les cheveux attachés en queue de cheval haute. Vous arrivez au bon moment. François termine le rôti.
J'ai apporté un gâteau, ai-je dit, offrant le moule recouvert d'un torchon. Recette de ma mère. Merveilleux. Emma va adorer, elle est accro au chocolat. Elle m'a tiré à l'intérieur, et immédiatement j'ai été enveloppée par des odeurs maison, romarin, ail, quelque chose qui cuisait au four. La maison était exactement comme j'aurais imaginé qu'elle serait. Confortable sans être en désordre, avec des photographies de famille couvrant toutes les surfaces disponibles, des jouets organisés dans des paniers, des livres empilés sur toutes les tables. François, cria Céleste en direction de la cuisine. Elle est arrivée. Un homme grand et mince est apparu, s'essuyant les mains sur un torchon. Il avait des cheveux châtain clair avec quelques fils gris aux tempes, des lunettes à monture sombre et un sourire chaleureux qui m'a immédiatement mise à l'aise. Solène, dit-il en tendant la main. C'est un plaisir de finalement vous rencontrer. Céleste ne parle que de vous depuis une semaine. Sa voix avait un accent légèrement différent, plus du sud, plus musical. Le plaisir est pour moi, François. Merci de me recevoir chez vous. Notre maison est votre maison, dit-il, et par la façon dont il l'a dit, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la politesse. Les enfants sont dans le jardin, brûlant de l'énergie avant le déjeuner. Que diriez-vous de les rencontrer? Nous avons traversé la maison jusqu'à la cuisine, où une grande table en bois était mise pour 5 personnes. Par la fenêtre, je pouvais voir un jardin spacieux avec un grand arbre au centre et 2 petits qui couraient en cercle avec un chien doré. Emma. Louis. Appela Céleste. Venez rencontrer grand-mère Solène. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Grand-mère Solène. Comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Les enfants ont arrêté de courir et ont regardé vers la maison. Même à distance, je pouvais voir qu'ils étaient vraiment jumeaux, même taille, même structure physique, mais complètement différents en tout le reste. Emma a marché vers la maison avec des pas prudents, m'étudiant par la fenêtre. Elle était mince comme sa mère, avec des cheveux châtains foncés attachés en 2 tresses et des yeux trop sérieux pour une enfant de 8 ans. Louis est venu en courant derrière elle, couvert de terre de la tête aux pieds, avec les mêmes cheveux que sa sœur pointant dans toutes les directions et un énorme sourire sur le visage. Bonjour, dit Emma quand ils entrèrent dans la cuisine, restant un peu cachée derrière sa mère. Vous êtes la grand-mère que maman a trouvée, demanda Louis sans aucune cérémonie, me fixant avec une curiosité pure et sans filtre. Oui, ai-je répondu, me baissant pour me mettre à leur hauteur. Et vous êtes Emma et Louis. Plaisir de vous rencontrer. Pourquoi vous n'étiez pas là avant? Continua Louis, ignorant complètement les regards d'avertissement que les parents échangeaient. Louis, commença Céleste, tu te souviens qu'on a parlé de? Tout va bien, les jeux interrompus. C'est une question juste. J'ai regardé directement vers lui. Parfois, dans la vie, les gens se perdent les uns des autres pendant un moment. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils pensent que c'est mieux ainsi. Je me suis perdu de votre maman pendant longtemps, mais maintenant nous nous sommes retrouvés. Louis a semblé satisfait de la réponse. Et maintenant vous allez rester? La question si simple, faite avec tant d'espoir, a failli me faire pleurer la même. Si vous voulez que je reste. Moi je veux, dit-il immédiatement. Emma? Emma m'a étudié encore quelques secondes avant de hausser les épaules. Elle peut rester, dit-elle, comme si elle me faisait une grande faveur. François Harry. Emma est plus méfiante avec les étrangers. Elle va s'échauffer avec vous petit à petit. Pendant le déjeuner, j'ai observé ma famille, parce que c'est ce qu'ils étaient, ma famille, avec une fascination complète. François cuisinait vraiment très bien. Le rôti était parfait, assaisonné exactement comme j'aime. Louis parlait sans cesse, racontant des histoires sur l'école, les amis, le chien, qui s'appelait Biscuit et était apparemment l'animal le plus intelligent qui ait jamais existé. Emma mangeait silencieusement, mais je remarquais qu'elle m'observait, évaluant chaque mot que je disais. Emma aime les livres, commenta Céleste à un moment donné. Elle lit toujours. Quel type de livres aimez-vous? Ai-je demandé. Emma m'a regardé directement pour la première fois. D'aventure. Et de mystère. Je travaille dans une bibliothèque, ai-je dit. Je connais beaucoup de livres d'aventure et de mystère. Ses yeux se sont légèrement illuminés. Vous connaissez les livres du Club des 5? Bien sûr. Enid Blyton. C'étaient mes favoris quand j'avais votre âge. Ce sont mes favoris aussi, admit-elle, presque en murmurant. Que diriez-vous si j'apportais quelques livres différents pour que vous puissiez essayer? J'en ai quelques-uns que je pense que vous allez adorer.
Pour la première fois, Emma m'a souri. Un petit sourire, mais authentique. Après le déjeuner, les enfants m'ont fait visiter la maison. Leur chambre était divisée par un rideau au milieu, le côté d'Emma impeccablement organisé, avec des livres alignés par taille sur l'étagère, le côté de Louis ressemblant à avoir été touché par un ouragan. Papa dit que nous sommes comme le yin et le yang, expliqua Louis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est cool. Sur le mur de la chambre, un arbre généalogique fait à la main, probablement un projet scolaire. Dessus, des photos des parents, des grands-parents maternels, Jean-Pierre et Brigitte, des grands-parents paternels, qui habitaient à Marseille. Et un espace vide avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, pointant. Ah, dit Emma, perdant finalement un peu de sa timidité. C'est pour la famille de maman qu'elle ne connaissait pas. La maîtresse a dit que toutes les familles ont des personnes perdues. Maintenant elle n'est plus perdue, déclara Louis. Maintenant on a une grand-mère en plus. De retour au salon, François a servi le café pendant que Céleste mettait mon gâteau sur la table. Les enfants ont dévoré les premières parts, et Louis a déclaré que c'était meilleur que les gâteaux de la boulangerie. Maman disait toujours que la nourriture faite avec amour a un goût différent, ai-je commenté. C'est vrai? Approuva Céleste. Vous pouvez m'enseigner la recette. La question si simple portait tant de poids. Elle ne demandait pas seulement une recette. Elle demandait des souvenirs, des traditions, des morceaux de la famille qu'elle n'avait jamais connus. Bien sûr. Nous pouvons en faire un ensemble la prochaine fois. Prochaine fois? Demanda Emma, levant les yeux du livre qu'elle avait pris pour feuilleter. Si vous voulez, ai-je répondu. On veut, dit Louis immédiatement. Vous pouvez venir tous les dimanches. J'ai regardé Céleste et François, cherchant l'approbation. Si vos parents sont d'accord? Nous sommes plus que des accords, dit François. En fait, nous pensions, aimeriez-vous passer Noël avec nous? Noël? La fête que j'avais toujours passée seule ou avec Aurélien en regardant la télévision et en faisant semblant que ça ne me dérangeait pas de ne pas avoir de tradition familiale. Ce serait merveilleux. Super, cria Louis. On va avoir le meilleur Noël du monde. Quand je me préparais à partir, c'était déjà fin d'après-midi. Emma, qui avait passé tout l'après-midi un peu collée à moi après que j'ai promis d'apporter de nouveaux livres, m'a tiré par le bras. Grand-mère Solène, murmura-t-elle, je peux vous demander quelque chose. Bien sûr, ma chérie. Vous êtes triste d'avoir été loin de maman si longtemps. La question m'a prise au dépourvu par sa sincérité. Oui. Très triste. Mais aussi très heureuse de l'avoir trouvée maintenant. Et vous? Emma a réfléchi un moment. Maman était triste aussi, quand grand-père Jean-Pierre et grand-mère Brigitte sont morts. Mais elle a dit que l'amour ne meurt pas avec les gens. Qu'il reste gardé dans le cœur en attendant un endroit pour grandir à nouveau. La sagesse de cet enfant de 8 ans m'a complètement désarmée. Votre maman est très sage. Je sais. Et vous aussi vous semblez sage. Pourquoi pensez-vous ça? Parce que vous êtes venu la chercher. Les gens courageux font des choses difficiles. J'ai serré Emma fort dans mes bras, sentant mon cœur s'élargir d'une façon que je ne savais pas possible. Sur le chemin du retour vers Lyon, j'ai conduit lentement, savourant chaque moment de la journée. J'avais une famille. Une vraie famille, qui me voulait, qui m'acceptait, qui me considérait comme faisant partie de leur vie. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. C'était d'Aurélien. Solène, disait-elle avec son écriture penchée familière, j'espère que tu vas bien. Morgane et moi nous sommes installés à Marseille. Je t'écris parce que je veux le divorce. Je sais que ça fait mal, mais je pense que c'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un qui t'aime comme tu as besoin d'être aimé, et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me comprend. Je vais envoyer les papiers par l'avocate la semaine prochaine. J'espère que nous pourrons faire cela de manière civilisée. Je te souhaite le bonheur. Aurélien. J'ai lu la lettre 2 fois, m'attendant à ressentir de la douleur, de la colère, une sorte de dévastation. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Aurélien avait raison. Je méritais quelqu'un qui m'aime comme j'avais besoin d'être aimé. Et j'avais finalement trouvé cela. Pas dans un mari, mais dans une fille. Dans des petits-enfants. Dans une famille qui avait attendu 40 ans pour me connaître. J'ai pris le téléphone et appelé Céleste. Salut, grand-mère, répondit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Céleste, je dois te dire quelque chose.
Un problème? Non, aucun problème. C'est juste que, mon mari a envoyé une lettre demandant le divorce aujourd'hui. Il y a eu une pause. Comment vous sentez-vous? Soulagé, ai-je répondu honnêtement. Complètement soulagé. Vous voulez en parler? En fait, je voulais vous remercier. Me remercier? Pourquoi? De m'avoir fait me rappeler que l'amour véritable n'est pas de ne pas avoir de problème. C'est d'affronter les problèmes ensemble. De m'avoir enseigné que la famille n'est pas une question de sang ou de temps, c'est choisir de rester, même quand c'est difficile. Solène. Aurélien a passé 34 ans avec moi et a fui à la première vraie crise. Vous me connaissez depuis une semaine et vous me considérez déjà comme de la famille. La différence, c'est que vous comprenez ce que signifie l'engagement. Ce que signifie l'amour inconditionnel. Vous êtes ma famille, dit-elle simplement. C'était ce qui manquait dans ma vie sans que je le sache. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé vers le jardin. Les fleurs commençaient à hiberner pour l'hiver, mais je savais qu'elles reviendraient au printemps. Plus fortes, plus belles. Comme moi. Aurélien s'était enfui avec.